Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture et pas n'importe quelle couture puisque c'est un projet qui me fait rêver depuis très longtemps. Je vais m'attaquer aujourd'hui à de la couture historique. Je voudrais coudre une tenue des années 1900, c'est-à-dire de l'époque édouardienne pour l'Angleterre, édouardienne parce que c'était le règne de Édouard VII, ce qui correspond à peu près à la moitié de la Troisième République en France. Pour celles et ceux qui ne verraient pas très bien de quel style vestimentaire il s'agit, je vous mets quelques photos de tenues d'époque pour que vous voyez ce que j'aimerais réaliser. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Je pense que j'ai commencé à rêver de tenues des années 1900 quand j'étais petite en regardant les films qui sont adaptés des autobiographies de Marcel Pagnol, donc par exemple La gloire de mon père, Le château de ma mère. Je me souviens d'avoir déjà beaucoup rêvé à cette époque avec les robes de l'actrice qui jouait la mère de Pagnol. Et puis plus tard, bien sûr, Chambre avec vue, le fameux film de James Ivory avec Helena Bonham Carter qui a aussi des tenues magnifiques dans ce film. Et je pense que donc vraiment mon attrait pour cette époque-là en termes vestimentaires, ça vient beaucoup du cinéma. Je pensais pas qu'un jour je coudrais moi-même une tenue comme celle-là, mais c'est pourtant ce que je vais faire. Ce projet va s'articuler sur 2 vidéos, 2 épisodes si vous voulez. Le deuxième épisode portera sur la tenue extérieure, la tenue visible, donc ça je ne vous en dis rien pour l'instant, vous saurez tout dans la seconde vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur les sous-vêtements, parce que oui, j'aimerais coudre aussi des sous-vêtements. Si je ne dis pas de bêtises, au niveau de l'ordre et des couches de vêtements que portaient les femmes au début des années 1900, il y avait d'abord une chemise qui était portée à même la peau, qui était plus ou moins longue. Par-dessus la chemise, elle portait un corset. Par-dessus le corset, en haut, il y avait un cache-corset, donc une espèce de petite chemisette sans manches. Si la chemise était courte, il y avait en dessous éventuellement une sorte de pantacourt de lingerie, un pantalon de lingerie. En anglais, ils appellent ça drawers. Et par-dessus ça, il y avait au moins un jupon long. Il pouvait y en avoir un deuxième ou une espèce de jupe de base. Et par-dessus tout ça, on mettait la tenue extérieure. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas coudre tous ces sous-vêtements-là parce que ce serait un travail colossal, ça prendrait des semaines voire des mois. Tout d'abord, je ne vais pas coudre le corset parce que ça demande des techniques très particulières, techniques que je ne possède pas du tout. Ça demande aussi un temps énorme et parce que ça demande un temps énorme et beaucoup de techniques particulières que je n'ai pas, ça demanderait vraiment que je sois passionnée par la question pour que je le fasse. Et je dois dire que pour l'instant, la corsetterie, ça me transcende pas plus que ça. Je trouve ça fascinant à regarder, mais j'ai pas moi très envie de me lancer dans la couture de ce genre de projet. Pour moi c'est vraiment un truc à part dans la couture, la corsetterie, et même si je trouve ça magnifique et fascinant encore une fois, là j'ai pas du tout envie de me lancer là-dedans. Donc je ne vais pas coudre le corset, je vais pas en acheter un non plus puisque je n'aurai pas l'utilité d'un corset dans mes affaires et je vais pas acheter quelque chose que je n'utiliserai pas. Je sais que le corset fait beaucoup pour la silhouette 1900, la fameuse silhouette très reconnaissable. Mais voilà, je prends quand même la décision de ne pas le coudre parce que, je vous l'ai dit, il faut des techniques particulières et c'est tout un savoir-faire que je n'ai pas, il faut énormément de temps et je ne suis pas assez intéressée par ce genre de pièces pour me lancer dans la couture d'un corset maintenant. Deuxième chose, je ne vais pas coudre non plus la chemise. Au départ, c'était parce que je trouvais que le vêtement était un peu simplet. Et en fait, j'ai trouvé sur Pinterest et sur d'autres sites des exemples de chemises extrêmement sophistiquées avec des tas de détails partout, des plis, des volants, des froufrous, des fronces, des insertions de dentelle, des rubans, enfin des tas de trucs qui auraient pu rendre le vêtement relativement intéressant à coudre. Mais moi, je ne couds pas à l'aveugle, je couds avec des patrons et le patron de chemise dont je dispose, moi, je le trouve très simplet. Je vais vous montrer le plan de coupe pour que vous voyez. C'est ça. Donc là vous avez un devant et un dos, ou l'inverse, je sais pas. Et vous avez au milieu simplement 2 toutes petites pièces pour former un empiècement sur le devant au niveau de l'encolure. Enfin franchement là je trouve que c'est pas très excitant quoi. Un grand machin comme ça, sans détail, là j'ai pas très envie. Donc je ne coupe pas la chemise non plus. En revanche, je vais coudre le cache-corset, même si je ne coupe pas le corset, je voudrais coudre un cache-corset. Je vais coudre un pantalon de lingerie et un jupon long. Donc 3 pièces de sous-vêtements. Tous les patrons que je vais utiliser pour ce projet proviennent du même site, il s'agit de Truly Victorian. Truly Victorian, c'est un site qui, comme son nom l'indique, propose un grand nombre de patrons destinés à la couture de vêtements historiques de l'époque victorienne, mais ils ont aussi une partie Belle Époque et une partie époque édouardienne. C'est là que je me suis fournie pour ma tenue des années 1900. Pour le cache-corset et le pantalon de lingerie, je vais utiliser ce patron-là. Donc vous avez plusieurs exemples de cache-corset et de pantalon de lingerie. Vous en avez 2 différents ici, un avec des froufrous sur le devant et un qui est plus simple, avec une boutonnière. Celui-ci aussi a une boutonnière mais on la voit pas. Pour les pantalons de lingerie, ça c'est 2 fois le même. Donc là vous en avez 2 différents, un qui a
des formes un peu en pointe sur les jambes et un qui a une jambe égale, de même niveau ici. Moi je voudrais coudre celui-ci de pantalon de lingerie, donc celui avec les pointes là en bas, sachant que là c'est pas flagrant, on dirait des jupes, mais je vous assure que c'est bien séparé, les deux jambes sont séparées, ce sont bien des espèces de pantacourts à jambes larges. Et pour le cache-corset, je voudrais coudre celui-ci, donc celui qui a les froufrous devant, ça m'amuse vraiment de coudre ça, je pense que ça peut être vraiment sympa de le faire. Alors attention, ça ce n'est pas vraiment un dessin technique, c'est un dessin tout court, c'est-à-dire que ils ont aussi rajouté sur leur dessin des choses qui ne sont pas tracées sur le patron. Par exemple, là vous voyez que sur le pantalon de lingerie, il y a une espèce de... Enfin c'est pas une espèce, il y a une insertion de dentelle, elle n'est pas tracée sur le patron, donc si je veux en faire une, il faudra que je la trace moi-même. Je ne sais pas encore si je vais la faire. En tout cas, j'avais bien envie de faire quelque chose d'un petit peu décoré là en bas, et surtout les froufrous du devant, là ça me tentait beaucoup et je trouve que ça fait assez typique de l'époque, donc c'est celui-ci, là c'est donc cette tenue-là, entre guillemets, que je vais faire, le haut et le bas. On voit qu'il y a une coulisse à la taille avec un petit nœud. Ça, pareil, c'est pas dans le patron. Eux, ils proposent un boutonnage simple. Ce genre de dessin, c'est plutôt pour indiquer au couturier ou à la couturière qu'il y a tout un tas de choses possibles, mais tout n'est pas forcément tracé dans le patron. C'est plutôt pour donner des idées et montrer des variantes. Ici, c'est pareil, au niveau du dos, vous voyez qu'au niveau de la partie froncée, il y a au-dessus de même une coulisse avec un petit nœud. Et ça n'existe pas dans le patron. C'est très facile à faire, il n'y a pas de souci, mais le patron de base ne permet pas de faire ça. J'en profite pour vous dire que pour cette raison, ce sont des patrons qui ne s'adressent pas aux débutants. Ils précisent bien sur leur site que ça s'adresse à des gens qui ont déjà de l'expérience, qui savent ce que c'est que froncer, plisser, ce genre de choses, qui ont déjà l'habitude de coudre et qui auront donc aussi la capacité de rajouter ce qu'ils veulent, d'avoir une certaine liberté, une certaine autonomie quoi. Et pour le jupon long, voici ce que je vais utiliser comme patron. Donc là vous avez 4 jupons différents, ils sont assez similaires les uns aux autres. Moi je vais faire celui-ci, qui a donc une longue partie ici de la taille vers en bas du genou, même mi-mollet. Il ne se passe rien de spécial. Et là vous avez une partie froufroutée que vous rattachez à la jupe et vous avez votre longueur totale de jupon. Donc vous voyez c'est assez fité au niveau des hanches et puis ça s'évase ensuite vers le bas. J'aime bien cette silhouette, je trouve ça très joli. Je ne sais pas si vous voyez ici mais il y a des sortes de plis horizontaux. Ils appellent ça des tucks. C'est quelque chose qui est optionnel, mais moi j'ai très envie de le faire. Je pense que ça peut faire vraiment une jolie décoration, un joli détail. Une fois qu'on a attaché la partie froufrou à la partie plus simple, ici, on cache la couture avec un galon de dentelle. Et en parlant de dentelle, j'en ai quelques-unes. J'ai par exemple celle-ci qui est vintage. Alors elle n'est pas des années 1900, elle est plutôt des années 40 ou 50, m'a dit la vendeuse. Je l'ai achetée d'occasion sur Etsy. Elle est vraiment en très bon état. À part quelques petites taches de jaunissement par-ci par-là, mais sinon je trouve qu'on s'en sort bien. Elle est très jolie et délicate avec un motif floral. Elle n'est pas très large, elle doit faire 1,5 cm ou maximum 2 cm de large. Je pense que c'est des choses qui sont pas mal pour cacher des coutures. J'ai aussi celle-ci, qui est très peu large aussi. Celle-ci elle est neuve, par contre je l'ai achetée sur Mercerine. Elle fait à peine plus d'1 centimètre. Elle est très délicate aussi, de la même couleur que l'autre, elle est écrue beige. Donc ça fait assez ancien. Je dispose aussi de ce galon de broderie anglaise qui m'a été donné par une personne qui se reconnaîtra, merci encore. C'est une chute de broderie anglaise qui avait été utilisée pour faire une robe de mariée, enfin pour décorer une robe de mariée. Donc j'ai ce galon là et j'en ai un certain métrage, vous voyez. Donc je pense que ça serait très joli celle-ci pour décorer les froufrous du cache-corset. Je pense que ce serait vraiment très adapté. J'ai aussi d'autres galons, mais je les ai pas tous sortis, mais vous en verrez d'autres au cours de la vidéo. Au niveau des tissus, étant donné que c'est une tenue que je pourrais pas porter dans la vie de tous les jours et que ça va demander un métrage considérable, il était important pour moi de me fournir en tissu de seconde main, notamment pour la partie sous-vêtements et aussi la partie doublure de la tenue extérieure. Donc je me suis procuré chez Emmaüs, dans les ressourceries et sur Vinted un certain nombre de grands draps plats. Des draps pour 2 personnes de couleur écrue, beige, ivoire, enfin toujours des tons proches du blanc. Je vous les montre pas, ils sont dans un carton là, mais voilà, c'est des draps plats, rien d'extraordinaire. Je suis très contente d'avoir pu en trouver autant pour vraiment pas cher parce que le métrage est vraiment énorme. Je pense que je vais utiliser presque tout, enfin je ne sais pas. Je me rends pas très bien compte, mais je suis bien contente d'avoir pu trouver tout ça. Je crois que je vous ai dit l'essentiel, donc je vais passer à la découpe et je pense que je vais commencer par le cache-corset.
Voilà, j'ai terminé de découper toutes mes pièces. Donc ici, on a les pièces qui concernent le cache-corset, les devants, le dos au pli, parmenture dos, parmenture devant, parmenture milieu devant, la ceinture qui est au pli. Et ici, les 3 bandes qui vont me servir à fabriquer les froufrous. Les froufrous qu'on va accrocher le long de la ligne que j'ai tracée ici au stylo vert. Et nous avons aussi toutes les pièces qui concernent le pantalon de lingerie. Donc là-bas, les 2 jambes. Là, les 3 volants qu'on va accrocher dessus. Donc volant A, volant B, volant C. Ici, les parmentures que je n'ai pas encore désépinglées. Et la ceinture au pli qui est la même que pour la chemisette là-bas. Donc maintenant que j'ai toutes mes pièces, je vais enfin pouvoir commencer la couture. Voilà, j'ai terminé de préparer les 4 bandes que je vais froncer ensuite pour former les froufrous qu'on voit ici sur le devant du cache-corset. Donc ici ma petite insertion de broderie anglaise que j'ai aussi surfilée avec un tout petit point zigzag très étroit pour qu'il soit le moins visible possible. Ce qu'on va faire maintenant, c'est froncer 2 de ces bandes le long de chaque parmenture devant, qui sont ici. Et ensuite, et c'est ça l'originalité du montage de ce vêtement, c'est qu'au lieu de fixer la parmenture endroit contre endroit avec le devant et de retourner ensuite, on coud la parmenture endroit sur l'envers du devant et ensuite on retourne la parmenture sur l'endroit du devant, c'est-à-dire le côté visible. Et en fait, c'est sur le bord de la parmenture qu'on va voir les froufrous, enfin en tout cas la première ligne de froufrous ici, celle du dessus. En fait, le volant, ce sera la finition de ce bord de parmenture qui sera donc visible sur l'endroit au porté. Je ne sais pas si c'est très clair. Et ce n'est pas tout, on nous demande de faire un ourlet le long d'un côté de chaque volant, un ourlet à gauche sur 2 des volants et un ourlet à droite sur les 2 autres, parce que ça va correspondre au milieu devant. Attendez. Ça va correspondre au milieu devant droit au porté et celui-ci au milieu devant gauche au porté. Donc là, tout ça, c'est l'endroit. Hein. Comme il va y avoir la patte de boutonnage qui va courir ici, il faut que ces bords-là soient finis et ourlés. Alors que je vous raconte un peu ce que je suis en train de faire. Ici, j'ai cousu mes parmentures à mes devants. Donc ça, c'est l'endroit. Et on a donc notre petit froufrou qui est très joli. Ici, j'ai surpiqué mes 2 pattes de boutonnage qui vont se superposer. Donc une fois qu'il y aura les boutons. J'ai aussi fait ma couture d'épaule. Alors ça n'a pas été sans mal parce que je n'ai pas tout de suite compris ce qu'il fallait que je fasse. C'était un drôle d'assemblage envers contre envers en dépliant les parmentures. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre ce qu'on attendait de moi. Mais j'ai fini par comprendre et ça s'est bien passé, c'est assez propre. Et puis ici, j'ai bâti ensemble, j'ai trop de tissu dans la main, j'ai bâti ensemble les 2 couches ici de tissu en vue de poser plus tard le biais d'emmanchure. Et maintenant, il me reste, avant de pouvoir assembler les côtés, il me reste à poser le 2e volant à froufrou, donc les 2 bandes qui me restent qui sont là, au niveau de la ligne verte que j'ai tracée plus tôt. Et donc les 2 volants vont se superposer. Et ce sera très joli. Et voici le dos avec la parmenture visible que je viens de surpiquer à l'instant.
voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai cousu mon deuxième volant ici et j'ai caché le bord accru avec un galon de dentelle, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, je ne l'ai pas filmé parce que j'aurai l'occasion de vous reparler de ça quand je ferai les autres pièces. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant. J'ai fait mes coutures de côté et j'ai fait surtout mes propretés d'emmanchure avec un biais que j'ai coupé dans le même tissu. Et pour éviter d'avoir une surpiqûre visible là et qui aurait en plus coupé les volants, qui aurait été assez disgracieuse, j'ai préféré refermer mon biais à l'intérieur à la main. Donc je ne sais pas si vous verrez, mais ça, c'est fixé à la main. C'est assez propre, par contre ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça valait le coup. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est à froncer le bas du corsage ici pour l'ajuster à la longueur de la ceinture qui est là, qui est juste un grand rectangle sur lequel j'ai déjà préformé un repli. Et quand j'aurai posé la ceinture, je n'aurai plus qu'à broder à la machine les boutonnières sur le côté droit et coudre les boutons sur le côté gauche. Et j'aurai terminé ce petit cache-corset qui est déjà tout mignon. Alors que je vous explique un peu ce que j'ai fait, j'ai refermé chaque jambe et j'ai aussi posé une propreté ici le long du devant et du dos, donc il y a une jonction ici. J'ai fait ça avec les parmentures devant et dos. Vous voyez, on fait un repli et on surpique, donc c'est très propre. Pourquoi fait-on cette propreté? Parce qu'il n'y aura pas de couture de fourche. Et pourquoi n'y a-t-il pas de couture de fourche? Tout simplement parce que cette partie-là de l'entrejambe était intentionnellement laissée ouverte pour permettre à la dame qui portait le pantalon de faire pipi tout simplement. J'ai vu dans une vidéo de Bernadette Banner que c'est au tournant du siècle, donc fin 19e, début 20e, qu'on a commencé tout doucement à utiliser des pantalons de lingerie qui étaient refermés au milieu, par exemple avec des boutons. Mais ça s'est fait très progressivement et à l'époque qui nous occupe en ce moment, donc on est au début des années 1900, ce genre de pantalon qui était ouvert au milieu était encore largement répandu. Je vais maintenant m'occuper des volants qui décorent les jambes. Donc là j'ai tous mes volants, le A, les deux volants B et le C là-haut. Le principe c'est qu'on attache tout ensemble, comme ça. Et on referme la boucle avec le volant C qui est là pour obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est cette chose-là qu'on va venir coudre ensuite en bas de chaque jambe. Voilà donc mon volant assemblé. Et à ce stade, on nous demande soit de l'ourler, donc de faire un ourlet tout simple, au niveau de la ligne que j'ai marquée ici en vert, ou on peut aussi le décorer avec un galon de dentelle, ce que j'aimerais faire puisque je voudrais bien amener un peu de fantaisie sur ce pantalon. Donc je voudrais utiliser ce galon que j'ai à ma disposition, qui est écru, qui est assez peu large, mais qui sera très bien. Il est festonné, donc ça fera un très bel ourlet décoratif. Et l'idée, c'est donc de venir le poser
ici le long de la ligne verte pour ne pas obtenir un volant qui serait trop long, enfin plus long que ce que demande le patron. Je vais faire un premier point droit ici tout au bord du galon, surtout le long du volant bien sûr. Ensuite je repasserai au même endroit mais avec un point zigzag très étroit pour qu'il soit invisible, pour consolider ma couture. Ensuite je pourrai couper cette partie là de tissu qui ne me servira plus à rien. Il y a beaucoup d'angles sur ce volant, donc ce que je vais faire c'est que à l'approche d'un angle je vais m'arrêter de piquer à peu près par ici. Je vais laisser le galon dépasser de l'angle. Je vais couper mon galon et je vais reprendre le morceau de galon en le mettant cette fois dans l'autre sens le long de la prochaine ligne en faisant toujours dépasser un petit peu, en reprenant ma couture par ici et de nouveau en ligne droite jusqu'au prochain angle. Et quand j'aurai fait tout ça, je reprendrai chaque angle individuellement et je ferai une espèce de pince ouverte avec les deux morceaux de galon qui seront libres. Une couture un peu en diagonale, vous savez, pour obtenir un bel angle. Ça devrait bien se passer. Alors voilà où nous en sommes. Ici les dos, les côtés et le devant au pli. Sur chaque pan de jupe, j'ai marqué ici au fil, je ne sais pas si vous voyez le fil bleu, le futur emplacement de toute la partie froufroutée qu'on va rajouter sur le bas de la jupe. Là-bas, on a les nombreuses bandes qui serviront à former un volant froncé. Et ici, j'ai les 3 longues et larges bandes qui seront attachées les unes aux autres d'ailleurs, et sur lesquelles on va former les fameux plis horizontaux, les tucks, le long de ces lignes-là, que j'ai bâties à la machine en quelque sorte. J'avais commencé à les marquer au fil à la main, ici. C'était très long et très fastidieux avant de me rendre compte que c'était tout à fait possible à la machine, et effectivement, je suis allée 1000 fois plus vite à la machine. Donc voilà, je vais plier le long de chaque ligne bleue, surpiquer à 1 cm de la ligne, coucher les plis vers le bas,
Et j'aurai donc mes plis horizontaux sur l'ensemble de la bande une fois que toutes ces 3 bandes là auront été assemblées, ce qui va faire une très très longue bande. Il faut même la refermer, donc ça va former un grand cercle. Et puis ensuite on passera un long fil de fronce, long fil de fronce en haut de cette grande bande et on l'ajustera à la jupe qui est là. Je vais attaquer l'assemblage et je commence par le plus simple, c'est-à-dire l'assemblage tout simplement des pans de jupe les uns aux autres, les dos avec les côtés avec le devant, et ce sera déjà une bonne chose de faite. Alors nous sommes le lendemain et je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. D'abord j'ai terminé de former mes plis plats, là mes tucks sur tout le périmètre de mon cercle. Voilà, donc on a 2 groupes de 3 plis à chaque fois. C'est assez long à faire mais c'est facile. Et je trouve que l'effet est intéressant, ça fait vraiment travailler et sophistiqué. J'aime vraiment l'effet, donc ça vaut le coup. Je n'ai pas encore passé mes fils de fronce parce que vous voyez qu'ici j'ai tracé des repères là au stylo friction. Les petits traits verts, c'est parce que je voudrais faire une insertion de dentelle. J'aimerais insérer ce galon-ci à cet endroit-là du jupon. Il est un petit peu plus foncé que mon tissu, mais je pense que c'est justement intéressant et au moins on le verra. Donc je me réjouis de faire ça parce que les insertions de dentelle, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai vérifié, j'ai le métrage nécessaire, j'ai pas beaucoup plus, donc il faut pas que je me loupe, mais il n'y a pas de raison. Je pense que ça peut vraiment être très joli, et notamment une fois froncé, là vous voyez plus grand chose, mais je pense que ça peut vraiment faire un joli détail. J'ai aussi terminé d'assembler les pans du haut du jupon, donc là c'est assez simple. Vous avez le devant ici, les côtés et le dos. Alors le dos se referme ici en haut avec un cordon. Le cordon il passera dans une coulisse qu'on forme avec le biais qu'on utilise pour faire la propreté de la taille. Donc ça je m'en occupe pas encore tout de suite, mais ça devrait être assez simple. Et ici pour le repli vers l'intérieur, c'est un double rentrée tout simplement. Je sais pas si vous voyez, l'intérieur c'est comme ceci, donc c'est assez propre. Je l'ai surpiqué sur l'endroit, donc c'est vraiment c'est très propre. Voilà, et puis j'ai fait attention à ce que ma ligne bleue soit vraiment bien continue d'un pan à l'autre. Je sais pas si ça se voit, je sais pas si vous voyez la ligne bleue, mais du coup mon repère il est bien précis et donc je pourrais être assez exacte dans la pose du froufrou sur ce jupon. Il me reste aussi à vous montrer ceci. Ça c'est l'immense cercle que j'ai formé en assemblant toutes les bandes que je vous ai montrées un petit peu plus tôt. J'ai calculé qu'il fait 5,20 m de périmètre, donc c'est assez grand. Et bien sûr, je n'avais pas anticipé ça. Donc, je n'ai pas de galon de dentelle d'un tel métrage là tout de suite en ma possession parce que bien sûr, ça c'est le volant français qu'il y aura tout en bas du jupon au ras du sol. Donc dans le livret, ils disent soit de faire une propreté comme ça, un simple ourlet et laisser comme ça et ce sera très foncé et ce sera déjà volumineux. Moi j'aimerais bien rajouter la décoration, ce qu'il suggère aussi c'est de rajouter une dentelle en fait, une dentelle festonnée qui fera elle-même l'ourlet. Donc ils expliquent comment faire, c'est très très simple. Seulement je n'ai pas de galon d'un métrage suffisant, donc j'ai dû refaire une commande, ce qui fait que je vais devoir attendre encore quelques jours avant de pouvoir vraiment assembler tout mon jupon. Tant pis, c'est pas grave, il faut bien ça. Je pourrais pas m'en sortir avec un galon qui fait seulement 4 mètres, hein, ça va se voir s'il en manque. Donc voilà, pour l'instant c'est un immense cercle unique qui ne ressemble pas à grand chose. Et puis je vais faire mon insertion de dentelle bien sûr sur la partie avec les plis horizontaux. Et après j'attendrai de recevoir ma nouvelle dentelle pour terminer mon dernier volant froncé et pour tout assembler.
Voilà, je vais vous récupérer un petit peu plus tard pour vous updater et je vais m'occuper de mon insertion de dentelle. Voilà, j'ai terminé d'assembler les trois parties de mon jupon. Donc ici, tout en bas, le volant français avec la petite finition en dentelle festonnée que vous m'avez vu coudre. Ici, la partie avec les plis plats, l'insertion de dentelle. Et ici, on nous recommande de faire un assemblage endroit contre endroit, ce que j'ai fait. Et la couture ici est sur filet au point zigzag, j'ai pas tellement d'autres options. Ici, par contre, cette partie-là, on l'assemble envers contre endroit, c'est-à-dire l'envers du volant sur l'endroit de la jupe. Et ici, la prochaine étape à faire, c'est d'abord, je vais réduire un peu les marges de couture parce qu'elles sont un peu longues ici. Puis, on vient recouvrir la couture et surtout le bord accru avec un galon de dentelle, encore un. Donc moi, j'en ai deux ici possibles. Je n'ai pas encore décidé lequel je vais utiliser, mais voilà, le principe, c'est qu'ensuite, on vient couvrir le bord accru avec un galon de dentelle. Et ce sera un détail supplémentaire qui aura en plus l'avantage de cacher la couture. Voilà, j'ai presque terminé mon jupon. Ici, vous voyez que j'ai posé mon galon de dentelle. J'ai choisi le plus étroit. Je trouve que c'est assez joli et délicat. J'aime bien le résultat. À la taille, j'ai formé la coulisse avec un biais que j'ai coupé dans le même tissu. Vous voyez, c'est très propre parce qu'on vient surpiquer là le repli. J'ai formé aussi mon cordon dans le même tissu. Comme ça, c'est très raccord au niveau couleur. Donc ça, c'est bon. Il me reste une dernière chose à faire. Vous vous rappelez que j'avais cousu ce volant sur l'endroit de la jupe. Il me reste donc cette partie de la jupe à utiliser, il faut que j'en fasse quelque chose. On est censé coudre ici un énième volant très semblable à celui-ci, celui de tout en bas là. Ils appellent ça un dust ruffle parce que c'est tout en bas sous ce volant là et qu'il est donc tout près du sol et qui fait la poussière entre guillemets. Ils appellent ça aussi un ruffle support parce que comme il sera situé sous ce volant là, il va lui donner encore plus de volume et de soutien. C'est un volant qui ressemble vraiment beaucoup à celui-ci et par contre comme il est situé dessous et qu'il n'est pas visible, je ne vais pas le décorer avec un galon de dentelle et donc pour vous c'est pas très intéressant à regarder, je vais le faire hors caméra, ça me permettra d'aller plus vite aussi
et puis vous le verrez dans les images de résultat final.